Voilà, cher Thomas Gomard, merci de nous faire l'honneur d'être ici aujourd'hui à la Fondation Charles de Gaulle. Vous êtes un essayiste à succès depuis votre livre L'affolement du monde, il y a 2 ou 3 ans, et vous publiez aujourd'hui Guerre invisible, nos prochains défis géopolitiques, publiés aux éditions Talendier. Thomas Gomard, vous êtes le directeur de l'Institut français des relations internationales, donc vous avez une vision très globale de notre monde et nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir à l'occasion de la parution de ce livre que je conseille vraiment à nos auditeurs de se procurer rapidement puisque c'est vraiment un voyage formidable, à la fois distancié et plein de convictions sur le monde dans lequel nous sommes. Alors, peut-être pour guider notre conversation, trois accroches, si je puis dire. D'abord, dans cet essai, vous distinguez ce qui est visible de ce qui est invisible dans les problématiques géopolitiques d'aujourd'hui. Ensuite, vous réfléchissez toujours à l'articulation entre la Chine, les États-Unis et l'Europe, et s'agissant de l'Europe, ce que devrait être l'Europe, plus qu'elle n'est en réalité, mais on y reviendra. Et puis enfin, évidemment, la France dans tout ça, comment vous situez notre pays aujourd'hui et demain dans ce monde qui change. Voilà ce que je vous propose comme guide de conversation. Donc on va peut-être en venir au premier point. Donc vous distinguez le visible et l'invisible. Et ça, je pense que c'est une approche très importante qui nous change des théories classiques des relations internationales. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Avant de vous en dire plus, d'abord je voudrais vous remercier, cher Hervé Gaimard, pour votre invitation. C'est la première fois que je viens à la Fondation Charles de Gaulle, et donc merci aussi pour la visite qui a précédé cet entretien. Pour répondre à votre question, je partirai sans surprise, même si c'est pas dans le livre, du credo. Je crois au monde visible et invisible. En fait, ça part de là, dans le sens où j'ai toujours été intrigué par cette phrase du credo, et j'y vois en fait une invitation à aller au-delà de ce que l'on voit en première approche. Bon. Alors pour prendre une image peut-être moins religieuse et plus maritime, c'est l'iceberg, si vous voulez, la partie émergée, la partie immergée, et donc c'est une réflexion effectivement sur les sous-jacents du système international, non pas du tout une lecture complotiste, c'est pas du tout, comme vous le savez, mon approche, mais c'est en fait une tentative de faire un effort pour aller au-delà de ce qui apparaît en première approche. Alors, le livre effectivement est construit autour de ces deux parties. Dans la première partie, il y a ce qui est visible, c'est-à-dire les conflits. Et vous dites d'ailleurs, je vous cite, « La duplicité est inhérente aux affaires stratégiques. Un conflit majeur commence toujours par un incident mineur. La rencontre entre les causes profondes, invisibles et silencieuses et les petites causes visibles et sonores tient à la fortune et à la virtu. » Voilà, c'est une phrase que je trouve très forte. Merci. C'est une phrase qui fait écho c'est une phrase de conclusion. C'est après l'épisode du déclenchement de la guerre de 7 ans, dû au brouillard de la guerre et à cet accrochage. Voilà, et à cet accrochage entre l'escadre française et l'escadre britannique. Et en fait, c'est la virtu et la fortune. C'est une manière pour moi, je commence le livre comme ça, de dire que à mes yeux, ce que nous enseigne Machiavel reste très, très actuel, c'est-à-dire que la somme de mal et la somme de bien est toujours la même, mais elle fluctue au gré de la fortune, des circonstances et de la virtu, c'est-à-dire que l'habileté politique, le sens de l'organisation, etc., sont décisifs précisément pour éviter les écueils, si on reste sur une image maritime. Donc je reviens à l'aspect visible, il y a l'aspect conflit, ensuite je m'intéresse à l'environnement, parce que je pense que le trait caractéristique de la période dans laquelle nous sommes est insuffisamment examiné en termes stratégiques, c'est la convergence entre la dégradation environnementale et la propagation technologique. Ensuite, après l'environnement, je m'intéresse au commerce,
qui est aussi ce que nous voyons, ou la manière la plus facile de résumer la mondialisation. En réalité, c'est évidemment plus complexe. Et puis enfin, je finis cette partie visible avec les inégalités, à la fois entre pays et au sein des pays, parce que je pense que cette dimension sociale était évidemment une clé d'explication très importante pour comprendre le système international, son fonctionnement et ses dysfonctionnements. Et puis après, je bascule dans la partie invisible. Et la partie invisible, vous l'avez probablement noté, les titres de chapitres ne sont pas des substantifs, mais des verbes. Parce qu'en fait, j'ai voulu utiliser des verbes pour montrer des processus. Donc d'abord numériser. Je pense que c'est comme je le disais, la propagation technologique est l'élément décisif de la période dans laquelle nous sommes. Juste un chiffre, à horizon 2025, on sera à 150 milliards de terminaux numériques, tout confondu, dont d'ailleurs 1 milliard de caméras de vidéosurveillance. Donc ce chiffre illustre bien le monde vers lequel on va. Ensuite, innover, c'est-à-dire que la capacité d'innover reste décisive dans la redistribution de puissance, et en même temps avec le risque de voir l'innovation comme l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'on est aussi dans cette doxa selon laquelle l'innovation technologique, la technologie va nous permettre de répondre à la dégradation environnementale. Et personnel, j'en suis pas sûr. Je pense que c'est une vision qui mérite d'être débattue. Ensuite, dissimuler. Je pense que la capacité de dissimuler dans un monde de transparence reste un attribut de puissance, et qu'il y a des acteurs dont la raison d'être est précisément de se dissimuler. Donc j'ai tout un chapitre consacré à la fois aux services de renseignement et également aux mafias, pour essayer d'aborder la question en fait de tout ce qui relève de l'économie illégale, et qui évidemment est très importante dans un certain nombre de pays ou de régions. Et puis je finis avec le verbe contrôler, c'est-à-dire cette idée sur laquelle il faut être capable de contrôler les nœuds névralgiques de la mondialisation. Et par nœud névralgique, j'entends, si vous voulez, dans toute interdépendance, ces points qui peuvent qu'on peut se représenter comme des barrières qui se lèvent ou s'abaissent en fonction d'une décision politique ou économique. Donc voilà, et l'ensemble forme effectivement une tentative d'approche globale, avec une conclusion qui est davantage orientée, comme vous le rappeliez, sur la France. Alors, un dernier mot peut-être sur cet aspect visible, invisible. Les hasards de lecture, en fait, comme vous le savez, il n'y a jamais de hasard quand on lit et quand on écrit. C'est-à-dire qu'on tombe toujours à un moment ou à un autre sur le livre dont on avait besoin pour écrire celui qu'on est en train de rédiger. Et les choses se sont passées ainsi pendant le premier confinement, puisque quand j'écrivais Guerres invisibles, je suis tombé sur un entretien accordé par un officier général chinois, traduit en français, sur la manière dont cette crise modifiait le rapport de force international. Et cet auteur rappelait une évidence oubliée par les Européens, qui est de dire on peut pas être une puissance technologique sans être une puissance manufacturière. Et cet auteur, il se trouve que c'est lui qui avait écrit il y a 20 ans La guerre hors limites, qui a été traduit en français en 2003, publié par 2 officiers de l'armée populaire de libération de la Chine, et je l'avais lu à l'époque. Je l'avais même enseigné, j'enseignais à l'époque aux écoles de Couët-Quidan, et je l'avais enseigné aux sous-lieutenants, et donc je l'ai relu. Et 20 ans après, j'étais tout à fait frappé, si vous voulez, par le fait que la vision proposée, c'est-à-dire deux choses importantes, une liste de 24 types de conflits que je rappelle dans le livre, qui vont de la guerre nucléaire à la guerre médiatique en passant par la guerre environnementale, etc. Et puis la deuxième idée très forte de la guerre hors limite, c'est que les militaires ont perdu le monopole de la guerre. Alors ça ne veut pas du tout dire que les militaires ne sont plus importants, ou que les appareils militaires sont devenus obsolètes, mais ça veut dire qu'on est dans des enchevêtrements de conflits où se mêlent des questions internes, des questions externes, des questions technologiques et financières et militaires, et que cet enchevêtrement est probablement la manière actuelle pour la Chine de voir le conflit. Et donc ça a été pour moi, la relecture de la guerre hors limites a été pour moi en fait un révélateur. Et guerre invisible se présente du coup comme une réponse à la guerre hors limites. En tout cas, c'est un véritable, là c'est le lecteur qui parle, et on imagine le travail de l'auteur. C'est un tour de force d'avoir en 250 pages synthétisé dans des chapitres clairs, concis, bien écrits, l'ensemble de ces
problématiques actuelles, parce qu'il y a certaines d'entre elles qui nous semblent évidentes et d'autres, entre guillemets, que vous démaquillez. En tout cas, merci de dissiper un peu ce brouillard de la guerre clausewitzien sur le monde actuel et de ne pas vous en tenir aux aspects politiques, stratégiques et militaires, mais d'embrasser tous les sujets qui concernent le monde actuel et le monde contemporain, parce que c'est finalement assez rare. En tout cas, un grand merci. Alors maintenant, dans ce monde, vous voyez trois acteurs. J'espère ne pas trahir votre pensée. La Chine, vous venez d'en parler, avec une vraie vision à moyen terme, inexorable comme le mouvement de la marée. Ensuite, les États-Unis, et j'aimerais savoir comment vous caractérisez la vision américaine, s'il y en a une ou pas, et comme on est dans la conjoncture politique, est-ce que le nouveau président, la nouvelle administration va changer beaucoup de choses par rapport au contexte dans lequel vous avez écrit ce livre? Et puis enfin l'Europe, dont on sent à vous lire que vous regrettez qu'elle soit potentielle, mais pas réelle. Surtout si on la compare aux Chinois et aux Américains. Vous pouvez nous éclairer sur ces trois aspects? Alors, effectivement, chaque chapitre se finit sur une tentative spéculative de percer les intentions cachées. Ouais. C'est-à-dire que dans le travail que nous faisons à l'IFRI et que vous suivez de près, voilà, on s'intéresse toujours aux préférences affichées par les acteurs et on doit essayer, à mon sens, avec toutes les sources disponibles, et elles sont nombreuses, d'essayer de comprendre en fait les intentions non avouées des acteurs. Et donc j'ai essayé à la fin de chaque chapitre de me poser la question pour les États-Unis, pour la Chine et puis pour l'Union européenne, même si la critique, mais je l'écarte d'emblée dans l'introduction, c'est de dire oui, mais l'Union européenne, compte tenu de sa nature, ne peut pas être dans le même jeu que la Chine et les États-Unis. Je vais y revenir. Alors cette focalisation sur ces trois acteurs, elle s'explique par le fait que en 2010, de mémoire, les trois représentent 56% de la richesse mondiale, et que en 2030, alors ça dépend toujours des projections, mais en gros ça représentera toujours plus de 50% de la richesse mondiale. Sauf qu'entre-temps, la Chine sera passée loin devant, elle était à 11% de l'ensemble en 2010, et elle va dépasser très largement les États-Unis et l'Union européenne. Donc ça, c'est, à mon avis, l'évolution, la transformation, la déformation de ce triangle est décisive pour le court prix par la mondialisation. Cela dit, le livre ne se focalise pas uniquement sur ces trois acteurs, parce qu'un système international, c'est aussi l'Afrique, évidemment l'Inde, la Russie, la Turquie, qui jouent aussi des rôles très importants. Mais l'idée centrale du livre, elle repose sur le constat suivant, qui est de dire les États-Unis et la Chine sont en train de subordonner leur politique environnementale et leur politique climatique en particulier, et leur politique numérique à leur rivalité stratégique. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un effet sous-estimé en Europe du caractère structurel de cette rivalité stratégique entre la Chine et les États-Unis, qui est multidomaine, et qui passe notamment par la question climatique. C'est-à-dire que ce qui est, à mon avis, en train de se passer, c'est le caractère très improbable de notre capacité collective à observer les accords de Paris et de rester dans les 1,5-2% d'augmentation en moyenne de la température globale, en moyenne, et donc d'être sur une autre trajectoire avec des effets au fond dont nous ignorons les conséquences. Et le fait que pour la Chine et les États-Unis, un enjeu, c'est d'avoir le contrôle du thermostat mondial, pour simplifier à outrance, par des programmes de géo-ingénierie, auxquels, à mon sens, nous ne prêtons pas suffisamment attention en Europe, parce qu'on aborde ça d'un point de vue éthique et de régulation, ce sont les points de vue habituels de l'Europe, mais sans voir les investissements ou la manière dont la Chine et les États-Unis
orientent aujourd'hui leur politique énergétique et leur politique climatique, que ce soit par exemple en matière nucléaire, que ce soit en matière d'énergie non renouvelable. Il y a en réalité une accélération de leur politique dont les Européens, à mon sens, ne prennent pas toute la mesure, et les Européens étant dans une logique de bien commun par rapport à ces questions. Or, je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit que États-Unis et Chine représentent à eux deux plus de 45% des émissions mondiales de CO2. Donc, il ne peut pas y avoir de solution globale sans passer d'une manière ou d'une autre par eux, et que par ailleurs sont deux économies complètement interconnectées, très extractives, et qui comprennent bien que la question climatique va être la pierre de touche au fond des grands équilibres stratégiques. En réalité, à mon sens, à moyen terme, c'est-à-dire ce sont des choses qui vont se dessiner là dans la décennie dans laquelle nous sommes. Et puis parallèlement, vous avez cette politique numérique, c'est-à-dire que ce sont deux pays qui ont une politique numérique. Et en particulier une politique numérique qui repose sur ce que j'appelle dans le livre le complexe militaro-numérique. C'est-à-dire ces interfaces qui sont d'ailleurs aussi dans une logique extractive, non pas d'extraction d'énergie fossile comme ce que je mentionnais précédemment, mais d'extraction de données. Et cette data mining. Voilà, cette interface très étroite entre les plateformes systémiques et, pour faire simple, l'appareil militaire compris au sens large. Alors, en ce qui concerne les États-Unis, on y voit relativement clair parce que c'est un système ouvert, on comprend les mécanismes de financement, on voit le rôle central aujourd'hui pris par les GAFAM et leur lien avec l'appareil de défense américain. Je rappelle toujours que l'Internet a une double racine libertaire et militaire, oui. Mais d'emblée militaire. Et donc on est en plein dans cette généalogie. Et côté chinois, on y voit beaucoup moins clair. Parce qu'on est dans un régime opaque et qui repose non pas sur une séparation des pouvoirs, mais sur une fusion des pouvoirs. Or, je pense que notre attention, et là aussi ce sont des travaux qu'on conduit actuellement à l'IFRI, c'est d'y voir plus clair de part et d'autre. Parce que c'est la grande question pour les Européens et la grande question en fait de leur base productive. Ce complexe militaro-numérique oriente d'une certaine manière la logique extractive de données, c'est du data mining, et les Européens en la matière ont pris un retard en ce qui concerne les données individuelles, mais conservent, ce que j'explique dans le livre, un certain nombre d'atouts pour les données dites industrielles, c'est-à-dire l'internet des objets. Et puis dernier point, c'est le livre est aussi une tentative, et c'est un enjeu immédiat pour les Européens, de comprendre, si vous voulez, le chevauchement entre ce que j'appelle la géopolitique du pétrole, pour faire simple, qu'on connaît bien en fait, qui est complexe mais qu'on connaît bien, les pays producteurs, les pays consommateurs, les voies d'approvisionnement, les marchés de l'énergie, etc. Tout ça est en train de se chevaucher avec la géopolitique des données, qu'on connaît beaucoup moins bien. Et juste pour illustrer le changement auquel nous assistons, rappelez la capitalisation boursière en juin 2020, ce que je fais dans le livre, des 7 premières entreprises technologiques mondiales, qui s'élèvent à ce moment-là à 7200 milliards de dollars, et la capitalisation boursière, alors on était après le creux du premier confinement, des 7 majors pétrolières, qui s'élèvent à ce moment-là à 2500 milliards de dollars. Donc le contraste est déjà très très visible. Et l'autre chose, c'est que dans ces 14 entreprises... De 1 à 3, oui. Voilà, et dans ces 14 entreprises, vous avez une seule entreprise européenne. Donc il y a un effet, si vous voulez, de transformation extrêmement rapide, et qui peut se voir par d'autres chiffres. En 2020, le commerce de biens physiques entre la Chine et l'Europe devient supérieur au commerce de biens physiques entre les États-Unis et l'Europe, plus de mémoire de 550 milliards de dollars. Et quand vous ajoutez les services, en réalité, le commerce Europe-États-Unis est 45% plus important que le commerce Chine-Europe. Et les services, ça veut dire quoi? En fait, c'est le double axe de rotation du transatlantique, c'est-à-dire le financier et le numérique. Et si vous voulez, donc, en ce sens, je pense que les Européens ont un travail extrêmement rapide à faire, d'ajustement de leur compréhension de la manière dont les États-Unis et la Chine conçoivent la mondialisation future.
qui n'est pas celle dans laquelle nous avons vécu. Pour finir sur ce point, je pense qu'on est à la fin du cycle, si vous voulez, ouvert par la vague dite ultralibérale Thatcher-Reagan du début des années 80, qui pour moi ne peut pas être dissociée de l'ouverture du marché de la Chine, en fait. Et c'est ça qui est en train, à mon sens, de se refermer. En tout cas, merci pour cette mise en perspective claire. Peut-être une dernière question sur ce deuxième thème. Comment vous voyez l'Europe dans les années, les décennies à venir par rapport à ce duopole? Alors, la manière de répondre, est-ce que l'Europe va être dans les faubourgs de l'histoire ou est-ce qu'elle peut jouer un rôle? Je pense comme vous, je le souhaite et je pense qu'elle peut jouer un rôle. Elle conserve un grand nombre de leviers, mais elle a de manière assez urgente, à mon avis, un travail intellectuel à fournir en réalité. C'est-à-dire qu'on la sent très déstabilisée par le court prix, par la mondialisation, qui était une sorte de, je parle de la mondialisation, on va dire, qui commence, on l'a fait, vous savez, il y a tous débats sur les différentes phases de mondialisation. Là, je parle de celle, on va dire, post chute du mur. Bon. Là aussi, le choix des perspectives historiques est quand même décisif pour les jugements qu'on peut prononcer. Pourquoi? Parce que là, je rappelle souvent, la population européenne, c'est 25% de la population mondiale au début du XXe siècle, c'est 7% aujourd'hui. Donc, il y a des effets mécaniques actuellement là. À mon avis, le grand sujet pour les Européens, c'est l'arbitrage précisément entre environnement et technologie. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que les Européens considèrent qu'au fond, bon, il y a une sorte que l'avenir est une sorte d'atterrissage qu'on souhaiterait lent, d'érosion lente, bon, mais qui en réalité, à mon avis, cette vision-là est une vision de crash qui peut être rapide, ou est-ce que l'Europe considère qu'il faut rester dans la course technologique et avec aussi tous les problèmes que ça pose par rapport à la dimension environnementale. Je pense que c'est pas un choix qui est en réalité qui est tranché aujourd'hui. On le voit bien on le voit bien dans les forces politiques qui s'expriment. Je suis assez frappé par le côté très élémentaire du débat qu'on peut avoir sur les questions technologiques, comme si nous devions choisir entre un rejet complet de la technologie, une sorte de discours sur la décroissance, etc., ou au contraire une sorte de fétichisme de la technologie. Mais pour moi, c'est vraiment, en fait, dans cette dialectique que le positionnement de l'Europe va se jouer. Ensuite, dans les choix faits en matière stratégique, à la fois les choix d'alliance, mais aussi, je l'exprime régulièrement, je pense que l'Europe doit réarmer. En réalité, elle est engagée dans un désarmement structurel depuis le début des années 70. Je rappelle qu'on est à l'époque à 3,5% du PIB de dépenses militaires. On est en moyenne aujourd'hui à 1,5. Et alors évidemment, on a beaucoup touché les dividendes de la paix, mais on a continué à les toucher après 2001, au moment où tout le monde réarmait de manière extrêmement rapide, et en particulier la Chine, les États-Unis, l'Inde, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc., la Turquie, et que donc de ce point de vue-là, je pense qu'il faut pas avoir peur de parler de réarmement. C'est pas de dire revenir à 3,5%, on n'est pas là, mais le point, c'est que notre crédibilité passe en grande partie par là, et qu'il y a dans la dépense militaire un effet mécanique sur l'innovation, en fait. Bien sûr. Ça tire l'innovation, même si on est, je l'explique aussi dans le livre, dans des phénomènes plus complexes aussi, où maintenant on a une part de l'innovation qui part du civil pour aller vers le militaire. Donc il y a un risque de décrochage. Je pense qu'il y a un risque aussi sur l'équilibre franco-allemand de ce point de vue-là, c'est-à-dire que on a coutume de dire là, avec le confinement d'éviter la situation dans laquelle l'Europe décrocherait, et dans l'Europe la France décrocherait vis-à-vis de l'Allemagne. Je pense que ce sont des choses à observer de très près. Il y a probablement une sorte aussi de réflexion et d'évolution à avoir sur le fait de croire. Je pense que c'est quelque chose que les élites européennes continuent à croire, que leur mode de vie est envié par tout le monde. Alors je pense que c'est plus le cas. C'est pas vrai. Et que ce qui nous paraissait au fond être avoir valeur de modèle,
l'est beaucoup moins parce que l'image que nous projetons et l'efficacité dont nous faisons preuve est à regarder avec parfois oui une forme de condescendance, en particulier en Asie. Et puis thème qui, je sais, vous est cher. Je pense qu'il y a une grande question pour l'Europe, c'est l'avenir de ses relations avec l'Afrique, parce que c'est ça son voisinage immédiat, avec des acteurs comme la Russie, comme la Turquie. Donc, si vous voulez, pour conclure, moi je suis toujours attaché à dire l'Europe c'est indispensable pour penser le monde à la bonne échelle. En même temps, comprendre qu'on a, à mon avis, effectivement s'exprime une déconnexion entre le projet européen porté par les élites et la manière dont les opinions le comprennent ou veulent le vivre, mais que nous avons des atouts et qu'il faut chercher à les utiliser au mieux en étant lucide. Avant de parler de la France et de terminer par la France, comme vous êtes un spécialiste du monde russe, comment vous voyez la Russie dans cette évolution du monde, puisqu'on a un pays qui depuis maintenant une petite quinzaine d'années redevient très présent sur la scène internationale. Alors certes, pour paraphraser Sokolov, je crois, c'est toujours la puissance pauvre, puisque son PIB se situe entre celui de l'Espagne et de l'Italie, je crois, mais on voit bien qu'il y a une démultiplication de puissance importante en matière militaire, en matière culturelle aussi, par la promotion d'une forme d'illibéralisme, si je puis dire. Alors, comment vous voyez la Russie dans tout ça ? Alors ça, ce serait l'objet d'une autre discussion, parce qu'effectivement, c'est un pays cher à mon cœur, sur lequel on a beaucoup travaillé à l'IFRI. Je vais commencer je vais reprendre aussi de temps en temps cet exemple parce que ça m'a beaucoup frappé. En 2005, les amis russes me disent c'est la fin de l'Union européenne. C'est-à-dire le rejet du référendum par la France et par les Pays-Bas. Bon. Moi, je dois dire que à l'époque, je vois qu'il y a quand même un sujet politique en France, mais je vais pas jusque-là. Et en fait, ils anticipent ça. Il faut bien comprendre que ce que Poutine lit là, c'est l'élargissement de 2004, le double élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN de 2004, suivi par le rejet du traité constitutionnel. Et donc, la lecture qui est faite à ce moment-là par la Russie, c'est il y a une déconnexion qui se verra à un moment ou à un autre entre le projet européen porté par les élites, comme je le disais, et l'opinion. Bon. 15 ans après, je pense qu'en réalité, cette déconnexion n'est pas résolue politiquement. Vous, comme élu, vous devez le voir de manière beaucoup plus précise que moi, mais je pense que ça reste un sujet central parce que nous avons en France un président de la République qui est pro-européen et qui n'a jamais varié là-dessus. C'est-à-dire qu'il a toujours été extrêmement cohérent entre son discours et ses actes, mais il est élu avec de mémoire 23% au premier tour en 2017 face à 3 concurrents qui sont sur des positions vis-à-vis du projet européen ou hostiles ou sceptiques ou très sceptiques, voilà, ou sceptiques. Bon. Et ça, je pense que ça reste en fait. Et ça, les Russes le comprennent très très bien depuis 2005. Il faut toujours comprendre que la Russie a une bien meilleure compréhension du fonctionnement de notre vie politique, du fonctionnement de nos élites que la compréhension que nous avons de la leur, pour des raisons que j'ai pas le temps de décrire. La deuxième chose, c'est que je pense que les années Poutine, la génération Poutine, puisque en fait Poutine sort du néant administratif en 1996, devient Premier ministre en 99 et ensuite est élu en 2000 après le retrait de Boris Eltsine. Il peut en fait, à mon sens, se séquencer de la manière suivante, c'est qu'il y a d'abord une tentative d'aller vers l'Union européenne, qui va en fait très vite se heurter à d'abord l'évolution du système russe, c'est-à-dire qu'on peut raconter les années Poutine, si vous voulez, par trois procès. Le procès Khodorkovsky, le procès Magnitsky et le procès Navalny. Je pense que c'est une bonne manière pour voir des jalons. Voilà, pour effectivement jalonner l'évolution intérieure de la Russie. Mais après
on va dire, ce pas vers l'Union européenne, qui d'ailleurs avait été anticipé par Tony Blair, par le président Chirac, par Schröder. On est passé là près de quelque chose, probablement. Il y a en fait un pari fait par la Russie qui est de répondre en fait de manière idéologique, comme vous le disiez, c'est-à-dire d'être à l'avant-garde de l'illibéralisme. Et ça, c'est conçu très clairement dès le milieu dès 2004, 2003, 2004, à la démocratie, à la promotion de la démocratie de Bush, la Russie produit un contre-discours idéologique sur la démocratie souveraine, et qui va être au fond l'avant-garde de cet illibéralisme. On pourra ensuite établir aussi une généalogie que j'avais fait dans un article entre Berlusconi, Poutine, Trump. Enfin, c'est un autre débat. Mais le point important, c'est que pendant toutes les années, on va dire de 2000 à 2008, la Russie va faire la chose suivante: retrouver son prestige international en renationalisant son industrie pétrolière et en reconstruisant à bas bruit son outil militaire. La première expression de ça, c'est la Géorgie, 2008. Et puis, la deuxième expression, c'est le tournant de 2011 de l'intervention en Libye. Je rappelle que la Russie, que Moscou est aligné avec Berlin et Paris dans l'opposition à l'intervention anglo-américaine en Irak. Et en fait, ce que disent les Russes, c'est nous qui sommes restés cohérents par rapport à cela. C'est pas vous, Français et Allemands. Je rappelle que les Allemands étaient aussi sur l'intervention en Libye. sont restés sur une position de neutralité par rapport à la France. Et c'est là-dessus que se joue aussi le différend fondamental entre Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev. Poutine y voyant au fond tout de suite la manière dont les Européens, enfin les Occidentaux, le P3 en l'espèce, allaient s'enliser. Et du coup, à partir de là, on a aussi l'évolution russe, c'est-à-dire le durcissement du régime qui s'exprime avec Bolotnaya, le tour de passe-passe, donc l'impression pour une opinion russe qui politiquement commence à se structurer, une société civile qui s'oxygène à ce moment-là, bah voilà, la chape de plomb commence à se remettre en place, même s'il y avait eu des prémices bien visibles dans les 10 premières années. Mais ce qui a été rendu possible dans les 10 premières années par la croissance russe, par les prix de l'énergie, ne l'est plus dans la décennie suivante, puisque la Russie va souffrir beaucoup de la crise de 2008, de 2010. Et en fait, depuis, dans la deuxième décennie Poutine, ça va être surtout un comportement que je qualifie de puissance agile, c'est-à-dire de comprendre le désarroi occidental, de l'exploiter, et annexion de la Crimée, déstabilisation du Donbass, dont on voit les effets jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est pas du tout un conflit gelé. Hein, non, on voit bien le rebond ces dernières semaines. Voilà, j'ai pas le temps de développer. Et puis l'intervention en Syrie qui modifie le rapport de force et qui en fait a un double effet sur un plan géostratégique, c'est que alors moins les Occidentaux que les Européens sont sortis de la mer Noire. Et sont sortis au fond du Levant. C'est ça, c'est ça qui se passe en fait avec l'attitude de la Russie, et ce qui renvoie au fond à une logique de grand jeu très à l'œuvre dans l'état d'esprit qui prévaut chez Poutine et dans son entourage proche. Merci pour cette explication claire de sujets compliqués. On va peut-être terminer pour parler de la France. Vous dites à la fin de ce formidable livre, Guerre invisible, que notre pays est sans grande stratégie, que nous sommes à la fin d'un cycle qui a sans doute commencé avec la fin de la guerre d'Algérie en 62, donc 50 ans, 60 ans maintenant. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, la notion de grande stratégie revient à la mode dans le débat dans la communauté stratégique, en particulier elle a toujours été très présente aux États-Unis, très présente en Chine, très présente en Russie. Elle revient à la mode au Royaume-Uni avec le nouveau document, le Brexit, etc. Donc je rentre pas dans la définition, si ce n'est pour rappeler qu'au fond la grande stratégie, c'est de se préparer à la paix, mais se préparer toujours à la guerre pour pouvoir l'emporter si elle advenait. C'est-à-dire, c'est de toujours considérer que le politico-stratégique se
se joue, pour paraphraser Raymond Aron, à l'ombre de la guerre. Et ça me permet peut-être de compléter la réponse sur l'Europe. C'est ce que les Européens, parce qu'ils ont réussi leur projet, d'une certaine manière de paix depuis 70 ans, oublient. Et ce que les autres n'oublient pas, et en particulier des pays comme la Russie. En fait, pour moi, c'est une tentative d'introduire dans le débat politique, dans le débat public, cette notion pour dire, bon, les échéances électorales, c'est très important, 2022, 2027, 2032, mais la grande stratégie, c'est ce qui doit nous permettre d'essayer de réfléchir sur ces questions-là, à la fois d'articulation, du technologique, du stratégique, du militaire, de l'économique, de l'environnemental, sur 1-2 générations. Donc ça, c'est la première explication. Alors, quant à la France maintenant, bon, quand je lis le document britannique, je pense que nous avons tout à fait collectivement la possibilité de faire ce type de travail, et sans doute mieux, avec la grande question qui est l'articulation par rapport au projet européen. En fait, c'est ça la très grande difficulté dans laquelle nous sommes. Et de ce point de vue-là, vous le rappeliez, je finis en fait le livre par 5 grands cycles. Le cycle stratégique, le cycle économique, le cycle politique, le cycle sociétal et le cycle environnemental, technologique. Et à chaque fois, j'essaie de voir comment le cycle de la France se situe dans un cycle plus large. Pas le temps de les décrire, mais le point, vous l'avez rappelé, puis on est à la Fondation Charles de Gaulle, donc il faut vraiment insister là-dessus, c'est de rappeler, et ça me frappe à quel point c'est oublié par une partie de notre classe politique parfois, et peut-être insuffisamment compris aussi à l'étranger, c'est la matrice politico-militaire de la Ve République. Et le fait que 62 c'est la fin de la guerre d'Algérie, mais c'est aussi l'élection au suffrage universel du président de la République, et que ça correspond la montée en puissance du nucléaire. Voilà, et que évidemment c'est intimement lié. L'idée étant de disposer d'un cadre politico-militaire pour que juin 40 ne se reproduise jamais. En fait. Et ça on l'oublie. Bon. Or, je pense qu'il faut pas l'oublier. Que ça reste central, et que ça conduit à dire, et ça peut être une autre discussion ensuite, c'est en fait de quelle manière il faut renouveler ou s'affranchir de cet héritage gaulliste. Ça, pour moi, c'est la grande question. C'est une vraie question. C'est une vraie question pour la grande stratégie française, en fait. Alors, une manière peut-être de dépasser l'héritage gaulliste, c'est-à-dire qu'on le voit, le nucléaire, le président de la République s'est exprimé sur son souhait de continuer la modernisation de l'arsenal nucléaire, mais peut-être pour essayer d'aller au-delà, moi il y a une formule qui m'a beaucoup frappé, qui est dans la conclusion du livre, et qui est une formule de Paul Morand, qui est pas par ailleurs un auteur que j'affectionne particulièrement, mais c'est parfaitement secondaire, mais qui est une superbe formule pour dire l'histoire de la France. C'est un roulis interminable entre la terre et la mer. Ah oui, c'est la pierre et le vent. Voilà. C'est l'essai de Guilherme. Absolument, voilà. Absolument. C'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en discuter. Et ça, pour moi, ça doit être le cadre, en fait. C'est Suffren ou Vauban. Voilà, c'est Suffren ou Vauban, c'est exactement ça. On en parlait là. Je vais même dire plutôt Duplex que Suffren. Ouais, mais c'est aussi toute la réflexion sur Suez, ce qu'il y a à l'est de Suez, ce qu'il y a à l'ouest de Suez. Et pour moi, ça doit être ça, en fait. C'est ce rapport entre la terre et la mer qui devrait, en fait, nous aider à construire une grande stratégie, et qui, si on. Mais est-ce qu'on peut faire les deux? Il faut faire les deux. Ah, mais il faut faire les deux. Mais je veux dire, est-ce que nous avons les moyens, est-ce que nous avons la volonté, la capacité budgétaire et financière compte tenu de notre endettement, je pense qu'il faut pas rentrer, à mener les deux. Pour avoir participé à un certain nombre de travaux, je pense qu'il faut pas rentrer dans ce genre de sujet, et c'est peut-être pour ça que voilà des lieux, enfin des institutions comme la Fondation, comme l'IFRI, ou des acteurs universitaires peuvent être utiles. C'est que je pense pas qu'il faille rentrer dans cette discussion par du capacitaire. Il y aura toujours un moment où le capacitaire, on reviendra là-dessus. Mais c'est presque une question d'imaginaire, en fait. C'est-à-dire de partir comme ça. Ça nous distingue tout de suite sans antagonisme de l'Allemagne, ça nous distingue tout de suite sans antagonisme du Royaume-Uni, ça nous distingue, voilà, ça nous singularise dans le bon sens du terme. Et ça rappelle que, alors qu'on a toujours l'impression de
de Français très recroquevillés sur eux-mêmes, ça rappelle que nous aussi, on s'est On est construit sur tous les océans. voilà, et on s'est construit avec le grand large Mm. et aussi une proximité continentale. Donc pour moi, ça serait le cadre dans lequel on pourrait essayer d'esquisser une grande stratégie. En tout cas, merci encore pour cette invite. Je vous rappelle le livre de Thomas Gomard, Guerres invisibles, aux éditions Talendier. Et il y a un précédent essai qui s'appelle L'affolement du monde, qui a été réédité en poche il y a peu et dont nous avons rendu compte dans la lettre numérique de la Fondation. Encore un grand merci de nous avoir consacré ce temps et je recommande chaudement à nos auditeurs de lire ce livre qui leur apprendra beaucoup sur le monde d'aujourd'hui, les enjeux, et puis pour reprendre le titre d'un essai de Philippe de Saint-Robert, le jeu de la France dans tout ça. Merci beaucoup.